Pendant de nombreuses années, j'ai cru que mon meilleur ami, Maxime, n'était qu'une personne qui m'aidait à sortir de ma solitude. Je pensais qu'il était hétérosexuel. Lui aussi le pensait. Puis, nous sommes allés au hammam avec des amis, et sa réaction à mon contact m'a fait comprendre qu'il ressentait la même chose que moi. Je ne savais pas encore que nous allions remettre en question toutes nos certitudes et faire quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Mais commençons par le début. Je m'appelais Thomas Renaud, 28 ans, graphiste freelance, un peu trop solitaire, habitant un 2 pièces sous les toits dans le 11e. Paris me convenait parce qu'on pouvait s'y perdre sans que personne ne pose de questions. Mon orientation, je la connaissais depuis l'adolescence. Je ne la criais pas sur les toits, mais je ne la cachais plus non plus, sauf avec lui. Maxime Lefebvre, 30 ans, ingénieur en environnement. Originaire d'Aix-en-Provence, installé à Paris depuis nos années de fac. On s'était connus un soir de manifestation pour le climat, sous une pluie battante, près de la place de la République. Depuis, il était devenu mon ancre, celui à qui je racontais mes ratos sur les applis, celui qui me forçait à sortir quand je passais trop de week-ends enfermé. Il aimait les filles, ou du moins c'est ce qu'il disait. Et moi, je faisais semblant que ça me suffisait. Ce samedi-là, on n'était pas seuls. Il y avait Paul, un pote de la fac, sa copine Camille, et 2 autres du bureau de Maxime. On avait décidé d'aller se détendre dans un sauna discret du quartier Oberkampf. Un endroit simple, pas trop cher, avec des cabines collectives et une salle de vapeur où l'air brûlait à 60 degrés. « Allez Thomas, t'as une tête de zombie ?» avait lancé Maxime en me tapant dans le dos. J'avais accepté sans trop réfléchir. On s'est déshabillé dans le vestiaire en riant. Les serviettes blanches, l'odeur de bois humide, les voix qui résonnaient. Puis on est entré dans la pièce principale. La chaleur a immédiatement collé à la peau. On s'est assis côte à côte sur le banc supérieur, un peu à l'écart du groupe. Paul racontait une histoire de bureau, Camille riait trop fort. Moi j'écoutais à moitié. C'est arrivé sans prévenir. En voulant ramasser sa serviette qui glissait, Maxime a bougé. Son genou a touché le mien, rien de volontaire. Juste un contact de peau contre peau dans cette fournaise. Il a sursauté. Pas beaucoup, juste assez pour que je le remarque. Son souffle s'est coupé une seconde. Ses épaules se sont figées. Il a détourné les yeux vers le sol, comme s'il venait de se brûler. J'ai fait semblant de ne rien voir. Mais mon cœur, lui, avait tout enregistré. On est resté encore une vingtaine de minutes. Le groupe a décidé de passer au hammam d'à côté. Maxime s'est levé le premier. En sortant, il m'a brossé l'épaule par accident. Encore une fois, ce même frisson discret. Dehors, sous la douche froide, il restait silencieux. Les autres parlaient, fort, planifiaient déjà un verre. Lui, il regardait l'eau couler sur ses mains comme s'il découvrait quelque chose. Plus tard, dans la rue, pendant que le groupe marchait devant, il a ralenti le pas pour se mettre à ma hauteur. La nuit était douce pour un mois d'octobre. Les néons des bars du 11e clignotaient. Thomas, sa voix était basse. Tout à l'heure, quand on s'est touché, j'ai ressenti un truc. Il a hésité. On a continué à marcher quelques mètres en silence. C'est pas la première fois que ça m'arrive avec un mec, mais là, c'était plus fort. Comme si mon corps savait avant moi. Je n'ai rien dit tout de suite. J'avais peur de briser ce moment fragile. On s'est arrêté près d'un réverbère. Maxime passait une main dans ses cheveux, nerveux. Je me suis toujours dit que c'était passager. Des trucs d'ado, mais ce soir, putain, je crois que je réagis aux hommes, vraiment. Ces mots sont restés suspendus entre nous. Autour, la ville continuait. Des scooters, des rires, une sirène au loin. Lui, il me regardait enfin. Pas comme un ami qui confie un secret anodin. Comme quelqu'un qui vient d'ouvrir une porte qu'il avait toujours cru fermée à clé. Je suis rentré chez moi ce soir-là, le cœur battant trop fort. Allongé dans mon lit, je repensais à ce genou contre le mien, à ce souffle coupé, à sa voix qui tremblait un peu. Maxime, mon ami hétéro, venait de me dire qu'il réagissait aux hommes. Et quelque part, au fond de moi, une petite flamme que j'avais apprise à étouffer depuis des années a recommencé à brûler. Je ne savais pas encore où ça nous mènerait. Je savais seulement que plus rien ne serait exactement comme avant. Le premier baiser est arrivé une semaine plus tard. On était remonté dans mon appartement après un verre près du canal Saint-Martin. Maxime était nerveux depuis le sauna. Il parlait trop, riait trop fort, puis s'arrêtait net. Dans l'escalier, il m'a attrapé le poignet. Je me suis retourné. Ses yeux cherchaient les miens dans la pénombre. Il s'est penché. Ses lèvres ont touché les miennes, hésitantes d'abord, puis plus insistantes. Ça a duré quelques secondes seulement. Quand il s'est reculé, on était tous les deux hors d'haleine. Le lendemain, mon téléphone a vibré à 6 heures du matin. « Thomas, qu'est-ce qu'on a fait ? Je peux pas être gay. Ma famille, mon boulot, je peux pas. » Sa voix tremblait. J'ai écouté en silence, allongé dans mon lit encore chaud de la veille. Il a raccroché au bout de 3 minutes. J'ai resté à fixer le plafond longtemps. Malgré la panique, on n'a pas réussi à s'éloigner. On se voyait en secret.
Des cafés discrets le matin, des balades le long du canal le soir, des messages anodins qui cachaient autre chose. Maxime arrivait chez moi tard, partait avant l'aube, on ne parlait presque pas de ce qui se passait entre nous. On le vivait, maladroitement, avec beaucoup de silence et de regard. En décembre, il m'a proposé de venir à Aix pour Noël. Mes parents insistent pour que j'amène un pote. Tu seras mon excuse. J'ai accepté, le cœur serré. La maison familiale était une vieille bastide aux volets bleus, perchée sur une colline au-dessus d'Aix. L'odeur de la garrigue et du bois qui brûlait dans la cheminée nous a accueillis. Sa sœur Léa était là, avec sa compagne. Léa, avocate, lesbienne assumée depuis 5 ans. Elle m'a regardé 2 secondes et a souri, comme si elle avait tout compris. Plus tard, dans la cuisine, elle m'a glissé « Je vois ce que tu es pour lui. Fais attention. Mon frère a peur, mais il n'est pas stupide. » Le père de Maxime, lui, ne souriait pas. Grand, les mains calleuses, la voix rauque d'un homme qui avait travaillé dehors toute sa vie. Pendant le réveillon, il nous observait, pas hostile, juste vigilant. Comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas dans l'image qu'il s'était faite de son fils. Le soir du 24, après le repas, Maxime m'a entraîné dehors. Le jardin était plongé dans le noir. Les étoiles brillaient fort au-dessus des collines. On s'est arrêté près d'un vieux figuier. Il a allumé une cigarette, l'a éteinte aussitôt. Thomas. Il a mis du temps à trouver les mots. Le vent faisait bouger les feuilles sèches. Je t'aime, je sais que c'est complètement con, je sais que j'ai paniqué, mais c'est vrai. Je t'aime. Il a dit ça presque en colère contre lui-même. Puis il m'a regardé, vraiment, pour la première fois depuis le sauna. Sans fuite, je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste posé ma main sur la sienne. On est resté là, sous les étoiles de Provence, pendant de longues minutes. Derrière nous, la maison respirait encore les rires de Léa et le silence lourd du père. Le lendemain, on est reparti pour Paris dans un silence différent, moins lourd, plus chargé d'avenir. Le coup de téléphone est arrivé un mardi matin de mars. Maxime était encore chez moi. Sa mère, Thérèse, avait fait un malaise. Les médecins parlèrent d'un cancer du poumon déjà avancé. « Viens, fiston, et amène ton ami. » Sa voix était faible mais claire. On a pris le train le jour même. Dans le thé j'ai fait, Maxime tenait ma main sous la table du wagon-restaurant sans se soucier des regards. Il ne parlait presque pas. Il regardait défiler les paysages, la mâchoire serrée. La maison d'Aix sentait toujours le romarin et le café. Mais l'atmosphère avait changé. Thérèse était amaigrie, les yeux encore vifs. Elle m'a serré contre elle plus longtemps que la politesse l'exigeait. « Tu as le sourire de mon père », a-t-elle dit simplement. Maxime a rougi. Les jours suivants, on a partagé le quotidien de la maladie, les trajets à l'hôpital, les repas préparés à la va-vite, les nuits où Maxime s'endormait sur une chaise près du lit de sa mère. Moi, je dessinais. J'avais commencé une série d'illustrations sur les couples qui s'aiment en silence. Thérèse me regardait parfois travailler et souriait. Un après-midi, pendant que Maxime était allé chercher des médicaments, elle m'a fait asseoir près d'elle. « Il t'aime, tu sais. Il a toujours eu peur de le dire. Moi, j'ai vécu trop longtemps dans l'ombre. Ne faites pas la même erreur. » Elle a posé sa main froide sur la mienne. Ce jour-là, quelque chose s'est dénoué en Maxime. Le soir, il s'est assis au bord du lit et a parlé, vraiment parlé. De ses doutes, de ce qu'il ressentait depuis le sauna, de la peur de décevoir. Thérèse l'a écouté sans l'interrompre, puis elle a dépris nos 2 mains dans les siennes. L'amour, c'est comme le Mistral. Il souffle où il veut. On ne l'arrête pas. Elle est partie 1 semaine plus tard, tranquillement, un matin où la lumière entrait à flot dans la chambre. Léa était là. Le père aussi. On s'est tous tenus autour du lit. Maxime pleurait sans bruit. Moi, je restais debout derrière lui, une main sur son épaule. L'enterrement a eu lieu sous les cyprès du cimetière d'Aix. Une cérémonie simple. Léa a parlé d'amour courageux. Le père, d'habitude si fermé, a serré Maxime contre lui longtemps. Puis il s'est tourné vers moi et a hoché la tête. Rien de plus. Mais ce geste valait toutes les paroles. Dans le train du retour, Maxime avait la tête posée contre la vitre. Il tenait encore ma main, plus fort qu'avant. Elle m'a donné la permission, a-t-il murmuré. Maintenant, j'ai plus d'excuses. À Paris, tout a changé de rythme. Maxime enseignait l'écologie à l'université Paris-Saclay. Il parlait autrement à ses étudiants, plus librement. Moi, j'avais décroché ma première exposition dans une petite galerie du Marais. Des illustrations inspirées de nous, de la vapeur du sauna, des collines de Provence, de la main de Thérèse sur les nôtres. Le deuil nous avait collés l'un à l'autre plus solidement que n'importe quelle déclaration. On ne se cachait plus autant, on ne se justifiait plus. On avançait. Le déménagement à Toulouse s'est décidé presque du jour au lendemain. Maxime avait décroché un poste de maître de conférence en écologie à l'université Toulouse Jean Jaurès. C'était une belle opportunité et on en avait parlé longtemps en marchant le long du canal Saint-Martin. Paris commençait à nous peser. Trop de souvenirs encore liés à la maladie de sa mère, trop de regards,
On a dit oui. On a trouvé un appartement lumineux dans le quartier Saint-Cyprien, avec un petit balcon qui donnait sur les toits roses de la ville. Les cartons se sont empilés pendant des semaines. Maxime commençait ses cours, moi je continuais mes illustrations à distance, on s'installait, doucement. Comme un couple qui n'avait plus besoin de se cacher autant. C'est à Toulouse qu'on a commencé à parler sérieusement d'adoption. L'idée avait germé un soir, après un dîner. Maxime regardait les enfants jouer sur la place de la Dorade et avait dit, presque malgré lui, « Un jour, j'aimerais offrir ça à quelqu'un. » On avait éclaté de rire nerveusement. Puis on n'en avait plus reparlé pendant des mois, jusqu'au jour où on a pris rendez-vous avec une assistante sociale de l'ASE. Le parcours a été long. Dossiers, entretiens, visites à domicile, questionnaires interminables. On a dû expliquer 100 fois comment on s'était rencontrés, comment on gérait les conflits, ce qu'on voulait transmettre. Certains professionnels étaient ouverts, d'autres restaient sceptiques face à un couple d'hommes. Maxime serrait les dents, moi je dessinais pour évacuer la tension. Puis un matin, on a reçu un appel. Un petit garçon de 5 ans, Lucas, orphelin suite à un accident. Il était placé temporairement dans un foyer près de Montpellier. Les photos montraient un gamin aux cheveux bouclés et aux yeux curieux. On a pris le train le week-end suivant. La première rencontre a eu lieu dans un parc. Lucas était timide. Il restait près de son éducatrice, jouant avec un petit camion rouge. Maxime s'est accroupi à sa hauteur et lui a parlé doucement de voitures et de dinosaures. Moi, j'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à dessiner. Au bout de 20 minutes, Lucas s'est approché pour regarder. Il a posé un doigt sur le papier et a dit « Encore ». Les visites se sont multipliées. Chaque fois, le lien se renforçait. Un jour, en nous quittant, Lucas a murmuré « Papa Maxime » en regardant mon compagnon. On est rentré à Toulouse en silence, la gorge serrée. L'adoption a été finalisée en juillet. On est allé le chercher avec une valise trop grande pour un enfant de 5 ans. Dans le train du retour, Lucas dormait la tête sur les genoux de Maxime. Moi, je regardais défiler les paysages en me demandant si j'étais vraiment prêt. Les premiers mois ont été un chaos tendre. Les nuits interrompues, les crises de larmes, les mots qui se mélangeaient. Lucas faisait des cauchemars. Il refusait parfois de manger. Il s'accrochait à nous dès qu'on s'éloignait de plus de 2 mètres. Maxime, d'habitude si organisé, se retrouvait dépassé. Moi aussi. Mais il y avait aussi les moments qui réparaient tout. Lucas qui éclatait de rire quand Maxime faisait l'avion avec lui dans le salon. Les matins où il grimpait dans notre lit avec son doudou et exigeait une histoire. Les dessins qu'il me tendait fièrement, gribouillage de 3 bonshommes tenus par la main. On a appris ensemble à être patient, à être ferme, à dire « je t'aime » tous les soirs, même quand on était épuisé. Le dimanche, on allait se promener le long de la Garonne. Lucas courait devant, les bras en croix. Maxime et moi marchions derrière, souvent sans parler. Juste à se regarder de temps en temps, comme pour vérifier que tout ça était bien réel. Un soir, après le coucher, Maxime m'a rejoint sur le balcon. Il m'a passé une bière et a dit « Je croyais que t'aimer, c'était déjà le maximum. Je me trompais. » On est resté là longtemps, à écouter la ville. Dans la chambre d'à côté, Lucas dormait enfin d'un sommeil calme. Notre vie avait changé de forme. Elle était plus lourde, plus bruyante, plus belle aussi. 2 ans après l'arrivée de Lucas, on a décidé de quitter Toulouse. Maxime avait reçu une proposition pour diriger un programme d'éducation à l'écologie auprès des collèges de la métropole lyonnaise. C'était plus engagé, plus proche du terrain. Et Lyon nous attirait depuis un moment. On avait besoin d'un nouveau départ, d'une ville un peu plus grande, d'un rythme différent. On a trouvé une maison mitoyenne dans le 7e arrondissement, près de la Guillotière. Un petit jardin, une chambre en plus, des voisins discrets. Lucas a mis du temps à s'habituer. Il regrettait son école de Toulouse, ses copains, la Garonne. Les premiers mois, il faisait des crises le soir en disant qu'il voulait rentrer à la maison. Maxime et moi, on tenait bon, même quand on doutait. C'est à Lyon qu'on a relancé le projet d'agrandir la famille. Lucas demandait souvent s'il aurait un frère ou une sœur. On a repris contact avec l'ASE. Le parcours était un peu plus simple cette fois parce qu'on avait déjà un dossier solide. Au bout de 8 mois, on nous a parlé d'une petite fille de 4 ans, Sophie. Placée depuis 2 ans, timide, réservée, avec de grands yeux sombres et une façon de se tenir un peu en retrait. La première rencontre a eu lieu dans un local neutre. Sophie restait collée à son éducatrice. Elle n'a presque pas parlé. Maxime s'est assis par terre et a commencé à construire une tour avec des cubes. Lucas, lui, a tout de suite essayé de lui montrer ses dessins. Au bout d'1 heure, Sophie a accepté de s'asseoir un peu plus près. Rien de spectaculaire, juste un tout petit pas. Les visites se sont enchaînées, lentement. Sophie avait peur d'être abandonnée à nouveau. Elle testait, elle se taisait pendant des heures, puis éclatait en sanglots pour un rien. Lucas, au début jaloux, a fini par devenir protecteur. Il lui apportait ses peluches, lui montrait comment on faisait les crêpes le dimanche matin. L'adoption a été prononcée au printemps.
Le jour où on l'a ramenée définitivement à la maison, Sophie tenait la main de Lucas très fort. Elle n'a presque rien dit pendant le trajet. Le soir, elle s'est endormie dans sa nouvelle chambre, une petite lumière veilleuse en forme d'étoile allumée. Les mois qui ont suivi ont été plus durs que ceux avec Lucas. 2 enfants, 2 rythmes, 2 histoires de blessures différentes. Sophie faisait des crises de colère violentes. Elle cassait parfois ses jouets. Elle refusait d'être touchée pendant des jours. Maxime rentrait épuisé de ses interventions dans les collèges. Moi, je jonglais entre les commandes d'illustration et les rendez-vous chez la psychologue de Sophie. Mais il y avait aussi les autres moments. Sophie qui, un matin, est venue s'asseoir sur mes genoux sans rien dire, Lucas qui lui apprenait à faire du vélo dans le jardin. Les dimanches où on préparait tous les 4 un gâteau trop sucré et trop penché. Maxime qui, le soir, après le coucher des enfants, s'effondrait sur le canapé et posait sa tête sur mon épaule en disant juste « on y arrive ». Maxime s'impliquait de plus en plus dans la vie associative. Il intervenait dans des débats sur l'écologie et l'inclusion. Parlait parfois de notre famille sans entrer dans les détails. Moi, je travaillais sur une nouvelle série d'illustrations sur les familles recomposées. Une galerie de la Croix-Rousse m'avait proposé une expo. Le vernissage a eu lieu un soir de juin. Lucas et Sophie étaient là, propres et un peu trop sages. Maxime tenait la main de Sophie pendant que je parlais. À un moment, elle a posé sa tête contre son bras. Un geste tout simple. Mais dans la salle, j'ai vu plusieurs personnes sourire. On rentrait souvent tard ces soirs-là. Les enfants endormis sur la banquette arrière de la voiture. Maxime conduisait en silence. Moi, je regardais leur tête penchée et je me disais qu'on avait construit quelque chose de solide, même si c'était encore fragile par endroits. Un soir, après avoir bordé Sophie, Maxime m'a rejoint dans le jardin. Il m'a tendu une bière et a dit « Il y a 2 ans, j'avais peur de ne pas être capable d'être père. Maintenant, j'ai peur de ne pas être assez présent. » Je n'ai rien répondu tout de suite. On est resté là, dans le noir, à écouter les bruits de la ville. À l'intérieur, 2 enfants dormaient. Notre maison n'était plus silencieuse. Elle était pleine. Presque 8 ans avaient été passés depuis cette soirée dans le sauna d'Oberkampf. On habitait toujours à Lyon, dans la même maison du 7e, même si on avait agrandi la terrasse et repeint la chambre de Sophie 2 fois. Lucas avait maintenant 13 ans. Grand, un peu renfermé, passionné de vélo et de photographie. Sophie en avait 10. Plus ouverte, plus rieuse, toujours en train de dessiner dans mon atelier quand elle rentrait de l'école. Maxime dirigeait désormais un service d'éducation à l'environnement pour la métropole. Il rentrait souvent tard, l'air fatigué, mais il ne ratait presque jamais le dîner. Moi, je vivais de mes illustrations. J'avais publié un livre pour enfants et exposé plusieurs fois. On n'était plus le couple fragile du début. On était juste une famille, avec ses disputes, ses silences, ses dimanches trop calmes et ses soirs où tout le monde parlait en même temps. Lucas savait depuis quelque temps comment on s'était rencontrés. Un soir, vers ses 12 ans, il était venu s'asseoir dans la cuisine pendant que je rangeais le lave-vaisselle. « C'était vraiment un sauna ?» avait-il demandé. J'avais hoché la tête. Il avait réfléchi un moment, puis il avait dit « C'est bizarre, mais cool ». Et il était remonté dans sa chambre. Sophie, elle, préférait les versions un peu romancées. Elle inventait des détails, ajoutait de la vapeur magique et des coïncidences. On la laissait faire. Il y avait encore des moments difficiles, des remarques à l'école, un parent qui avait fait une réflexion déplacée lors d'une réunion. Maxime s'énervait plus vite qu'avant. Moi, je devenais plus calme, ou peut-être plus fatigué. On se disputait parfois pour des conneries. Le linge, les écrans, le fait que Lucas ne rangeait jamais sa chambre. Mais le lendemain, on se retrouvait dans le jardin avec un café et tout repassait. Un dimanche d'octobre, presque jour pour jour, 8 ans après le sauna, on est allé se promener le long du Rhône. Les enfants marchèrent devant. Lucas prenait des photos avec son téléphone, Sophie ramassait des feuilles. Maxime et moi, on suivait un peu en retrait. Il a attrapé ma main sans rien dire. On a marché comme ça, un long moment. « Tu te souviens de ce genou contre le tien ?» a-t-il demandé. J'ai ri. Comment j'oublierais? Il a serré un peu plus fort. Des fois, j'ai l'impression que tout a commencé là. Et des fois, j'ai l'impression que ça aurait fini par arriver de toute façon. On s'est arrêté. Les enfants étaient déjà plus loin. Le vent faisait bouger les arbres. Maxime a regardé Lucas et Sophie, puis moi. On a fait une vraie vie avec ça, hein? Je n'ai rien répondu tout de suite. J'ai juste hoché la tête, parce que c'était vrai. Ce n'était pas une histoire parfaite. Il y avait eu la panique, la maladie, les doutes, les nuits blanches avec 2 enfants qui n'avaient pas choisi cette famille. Mais on était encore là, ensemble, debout. Le soir, à la maison, Lucas a mis de la musique un peu trop fort dans sa chambre. Sophie est venue s'installer contre moi sur le canapé avec son carnet de dessin. Maxime préparait le dîner en pestant contre le manque de sel. Des bruits ordinaires, des voix ordinaires, rien d'extraordinaire. Et pourtant, en les écoutant, j'ai repensé à cette chaleur collante du sauna, à ce souffle coupé, à cette voix qui disait « Je crois que je réagis aux hommes ».
Tout était parti de là. D'un contact accidentel, d'une peur, d'un premier baiser maladroit, et maintenant on était ici, dans une cuisine trop petite, avec 2 enfants et une vie qui ne ressemblait à rien de ce qu'on avait imaginé au début. Maxime m'a tendu une bière par-dessus le plan de travail. Nos doigts se sont frôlés, rien de plus, juste ça. Dehors, la nuit tombait sur Lyon. À l'intérieur, on continuait, comme on avait toujours fini par le faire.